Bonjour à vous toutes et à vous tous. Effectivement, un collectif qui réunit aujourd'hui 160 parlementaires de la quasi-totalité des groupes représentés à l'Assemblée nationale. Je salue mon collègue Molac qui est ici au premier rang. Et donc, on essaye de partager les analyses et de pousser pour effectivement accélérer la transition, un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, notamment depuis les résultats des élections européennes, et tant mieux. Tout ce qui va dans le bon sens est bon à prendre, quelles que soient les raisons qui sont derrière, et le fait que là, il y ait cette demande forte des citoyens d'accélérer cette transition, ça va bien avec ce qu'on essaie de faire depuis quelques mois à l'Assemblée nationale. Je crois que pour cette ouverture, je voulais peut-être rappeler où on en est au niveau de la politique aujourd'hui nationale sur ces questions-là, et puis peut-être dire un mot à la fin de transition énergétique et de transition numérique, comment arriver à lier les deux, parce que là, il y a un gros enjeu. Vous avez bien choisi la journée du colloque, puisque l'étude du projet de loi énergie-climat a commencé en commission ce matin, donc en commission pour avis du développement durable, aujourd'hui et mercredi prochain, puis 16, 17 et 18 juin en commission des affaires économiques, avant d'arriver en séance à la fin du mois. Certains surnomment cette loi la petite loi énergie-climat, et donc on va tout faire pour que ce soit tout sauf une petite loi énergie-climat, et qu'au contraire, on soit dans une grande loi, à la fois sur les objectifs, mais à la fois aussi sur l'action. Je vais parler des deux sujets. D'abord, sur les objectifs, effectivement, il faut que la France se redonne de nouveaux objectifs climatiques, énergétiques, à la lumière, notamment de ce que nous a dit le GIEC dans son rapport spécial sur le 1,5 en octobre dernier, avec ce chiffre. Si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,1 degré et demi, c'est très important d'arriver chaque dixième de degré compte, et la différence des effets entre 1,5 degré et 2 degrés est énorme. Si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faut qu'au niveau mondial, on diminue de 45% les émissions d'ici 2030. 45% en 11 ans. C'est un défi d'une ampleur phénoménale. Heureusement, on a les solutions dans la quasi-totalité des secteurs. Il y a un secteur sur lequel on n'a pas les solutions, c'est le secteur aérien. Mais à part ça, on a les solutions, et donc il s'agit de les incrémenter avec une vitesse très importante et en adoptant, c'est les mots du rapport, mais je crois qu'ils m'ont marqué, moi, des solutions urgente et radicale. Il faut un changement de politique, un changement aussi pour du citoyen à tous les décideurs économiques, etc. Il faut bien lire ce rapport et tout le reste pour comprendre cette nécessité d'une radicalité, mais que moi je juge positive. Il faut qu'on change, qu'on accélère sur beaucoup de choses. Donc on va essayer de mettre dans la loi, plutôt ce matin c'était que l'échauffement, en commission pour avis, mais un certain nombre de choses, une référence à l'urgence climatique, c'est très important qu'on ait conscience de ça. Il faut qu'on revoie, à mon avis aussi, les objectifs climatiques de la France pour les rendre compatibles avec un certain nombre d'engagements pris par Emmanuel Macron et qui vont dans le très bon sens, notamment de rehausser les engagements de la France pris au moment de la COP21 en 2015 à Paris. La France fait partie des 80 pays qui sont dans la coalition pour rehausser l'objectif. Il faut qu'on traduise ça dans la loi. Et aussi, je pense on a eu le débat ce matin, on va continuer à l'avoir, il faut qu'on axe des nouvelles politiques dans les objectifs énergétiques français, notamment par exemple sur les énergies renouvelables. Il faut qu'on aille plus loin sur les énergies marines renouvelables, parce qu'on a tout pour réussir. D'ailleurs, j'ai noté que le ministre de Rugy hier a ouvert la porte, et c'est une bonne nouvelle, à un rehaussement des objectifs sur les énergies marines renouvelables dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, et c'est très bien, ça va dans le bon sens. Il faudrait faire la même chose sur le biogaz, où là aussi on a un potentiel très important, en plus avec des utilisations possibles dans le secteur des transports, qui est un secteur évidemment très important. Donc, envie de mettre ça dans la loi, envie de mettre aussi tous les enjeux de stockage, toutes les formes de stockage, développement de l'hydrogène vert, tout ça, on a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas que la France prenne trop de retard par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne sur ces sujets-là. On doit avoir une vraie grande stratégie française et européenne, bien sûr, sur ces sujets-là. Donc, il y a cette question des objectifs, mais ça ne doit pas faire l'essentiel des discussions de cette loi. Il faut absolument qu'on
puisse enfin avoir une mobilisation nouvelle sur le secteur de la rénovation énergétique des bâtiments. Je sais que parmi vous, certains proposent un certain nombre de solutions. Très bien, parce qu'effectivement, secteur des bâtiments, 22% d'émissions, en plus de ce qu'on a inscrit dans l'actuelle stratégie nationale bas carbone. Et donc, la rénovation énergétique, il faut qu'on change la donne. On a les mêmes problèmes depuis le Grenelle de l'environnement, dont moi j'étais rapporteur sur ces thématiques-là. Ça ne progresse pas assez. Il faut qu'on fasse un grand Big Bang de la rénovation énergétique. Je ne rentre pas dans le détail, sinon je pourrais faire 3 heures là-dessus, mais je crois que c'est vraiment un sujet majeur. Et il faut qu'on arrive, on va le mettre dans la loi, à mettre la fin des passoires énergétiques, fin de location des passoires énergétiques, et que dans le même temps, on aide les propriétaires qui n'ont pas les moyens d'investir en leur avançant, pourquoi pas, la quasi-totalité du coût des travaux. Mais on ne peut pas rester, comme aujourd'hui, avec un Français sur 5 qui vit en situation de précarité énergétique. Ça n'a aucun sens. Et il faut qu'on arrive à libérer les citoyens de des factures énergétiques beaucoup trop chères qui vont jusqu'à 10, 15, 20% des dépenses de certains ménages. Donc là, il y a un enjeu de pouvoir de vivre, de mieux vivre. Donc rénovation énergétique, on va mettre pas mal de choses dans la loi. Autre sujet, ça c'était ce matin, mais cet après-midi, on recommence l'examen, alors cette fois-ci en séance, mais de la loi d'orientation sur les mobilités, où là on va fixer le cadre du développement des mobilités pour notre pays pour les 20 années à venir, notamment sur la programmation des investissements. On a volontairement mis une priorité aux mobilités du quotidien, évidemment, et où là, il y a des différences majeures d'un territoire à l'autre, où on a des solutions de mobilité dans les villes, dans les métropoles, mais on a, moi je le vois dans ma circonscription, à Angers, plein de solutions, et dès qu'on sort d'Angers et qu'on va vers les Hauts d'Anjou ou Tiercé ou des superbes villages comme ça, eh bien, il n'y a plus aucune solution alternative à la voiture. Donc là, il y a un enjeu majeur sur ce secteur des transports, sur lequel il faut là aussi qu'on révolutionne complètement les choses et qu'on aille vite. Loi mobilité. Donc en ce moment, si vous avez une insomnie cette nuit, rejoignez-nous cette nuit et la nuit d'après et les autres jusqu'à 1h du matin pour examiner avec nous les 3000 amendements qui nous restent. Enfin, il ne reste plus que 2008 là. Et puis il y a une troisième loi qui a été présentée, qui est en avant-projet de loi, la loi économie circulaire. Je le dis parce qu'elle a été envoyée hier aux acteurs. Vous avez vu qu'il y a une mesure un peu phare, la fin de la destruction des invendus en vêtements, en cosmétiques, etc. On sera là un pays précurseur en la matière. Donc c'est là une loi qui n'arrivera au Conseil des ministres qu'en juillet, je crois, et à l'Assemblée en octobre-novembre. Mais moi j'aimerais bien, et travaillant à partir des contributions de la société civile, qu'on puisse rajouter à cette loi économie circulaire un titre ou un nombre d'articles significatifs sur la transition numérique. Comment on peut progresser dans ces questions d'économie circulaire liées aux produits et services numériques. Parce qu'effectivement, c'est quand même un des secteurs où l'augmentation des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, le numérique est un des secteurs en forte augmentation, je crois, entre 6 et 10% par an. On va passer de 2% à 4%, peut-être 6% et plus. Donc on est sur un secteur où les émissions sont sur une direction qui est en rien compatible avec ce qu'il faudrait faire et la baisse des consommations dont on parlait au début. Cette baisse, on va dire, les émissions de gaz à effet de serre et consommation d'énergie. En gros, si on veut répondre aux alertes du GIEC, il faut diminuer les consommations de 5% par an dans tous les secteurs. 5% par an en France, c'est ça l'enjeu. Et donc on voit bien qu'une courbe du numérique en forte augmentation, ça ne marche pas. Et donc là, il faut qu'on développe beaucoup de choses, bien sûr le big data vert, bien sûr aussi toute la question de l'usage des données par les citoyens. Là aussi, il y a aussi beaucoup à faire au niveau des citoyens. Je crois qu'on peut mettre dans la loi un certain nombre de choses sur cette question de transition numérique. On peut mettre, par exemple, une meilleure prise en compte, formation, éducation, formation continue sur toute cette question du numérique vert. Qu'est-ce que ça veut dire, aussi bien pour un concepteur de logiciel que pour quelqu'un qui entretient un parc informatique, que pour
une start-up qui fait des services énergétiques. Donc comment on arrive effectivement à inscrire ça? Je pense qu'on pourrait aussi proposer d'inscrire dans la loi tout ce qui est découplage des mises à jour de sécurité, mises à jour logicielles, tout ça, qu'on ne soit pas obligé d'aller en permanence vers l'upgrade des systèmes qui est lui-même aussi très consommateur. Et puis qu'on ait cette question du numérique durable, du fait de ne pas changer trop souvent d'appareil, etc. Tout ça, c'est des choses, voilà, si vous avez des idées, ce n'est pas forcément des interdictions, entendez-moi bien, mais c'est comment on accompagne les acteurs vers cette transition numérique. C'est les deux grandes transitions auxquelles on doit faire face aujourd'hui, transition écologique, transition numérique. On peut les mener de front et je travaillerai notamment avec ma collègue Paula Forteza pour qu'on puisse joindre nos énergies là-dessus. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mais s'il y a éventuellement 2-3 questions, je les prends toutes d'un coup. Allez-y, monsieur. Bonjour, Jacques Noël. Je suis donc dirigeant d'une entreprise de logiciels, mais fortement impliqué donc dans la problématique de l'intégration des énergies renouvelables dans notre infrastructure. Je voudrais donc profiter de l'opportunité que vous me donnez pour vous formuler peut-être quelques réflexions sur cette petite loi énergie qui doit aussi normalement transposer la directive, le paquet climat-énergie européen, et notamment donc la notion de communauté énergétique. C'est en fait c'est une dimension que l'on soutient depuis déjà un certain temps, et on souhaiterait que quelque part soit pris en compte donc le paradoxe apparent entre des communautés énergétiques et le principe de solidarité nationale, de péréquation, etc. Et je pense qu'il est relativement simple de concilier ces deux concepts en favorisant ces communautés énergétiques, et notamment donc à toute maille de territoire, pour intégrer donc, et approvisionner les habitants en énergie durable et accessible à moindre coût, etc. Et en même temps que de leur demander de soutenir aussi le réseau national ou le réseau européen en fournissant donc des services systèmes, des éléments de flexibilité qui pourraient aussi servir à l'ensemble de la nation. C'est quelque chose que le numérique aujourd'hui permet. On peut tout à fait synchroniser les effacements ou alors fournir des réserves complémentaires. Enfin, il y a des services systèmes qui peuvent être fournis au réseau en même temps que fournir aux résidents de ces communautés énergétiques, ces usagers, une énergie propre, sûre, efficace, à moindre coût, etc. Je pense que ça, c'est un... Est-ce que on ne peut pas prendre chaque fois 6 minutes de questions? Une réflexion, une idée. Moi, je suis preneur d'éléments. Je vous dis, on est au début de l'examen de la loi. Envoyez-moi un mail avec ces idées-là. Tout à fait preneur pour expertiser. À l'Assemblée nationale, il y a nos adresses sur le site. Comptez sur moi. Merci. Merci, monsieur. Henri Chancopal, pour Écologie. Une question seulement dans la politique de la France, une vraie question. Comment se fait-il qu'en France, on ait une politique opposée à ce qui se passe dans les pays du Nord et de l'Est qui nous entourent, de l'Hexagone, à savoir que ces pays-là ne brûlent pas de bois, mais le transforment comme les pétroliers transforment le pétrole. À savoir, ces gens-là, les Finlandais, les Allemands, les Néerlandais, décomposent le bois en morceaux et le traitent de façon différenciée, alors que l'ADEME, avec le soutien de la DGEC, brûle du bois par millions de tonnes. Et actuellement, il y avait, à la fin du mois de mai, il y avait une convention de la CIB, la Confédération internationale du bois énergie, pour demandant 9 milliards d'euros d'investissement d'ici 10 ans pour continuer à brûler des millions de tonnes de bois en France, à 10 € la tonne payée aux producteurs. Une question. C'est vrai qu'il y a une tradition du bois énergie en France, alors basée sur... Alors, il y a des questions d'émissions polluants locales, où les matériels ont bien progressé, ça tant mieux, mais je minimise surtout pas la part de la combustion du bois dans certaines zones de la France, sur la part des émissions de particules et autres polluants locaux. Mais sur le gaz à effet de serre, effectivement, quand c'est bien fait, le bilan
effet de serre global de brûler du bois ou de le transformer en gazéification. C'est ce à quoi vous faites référence sur les autres pays. Ça ne se fait pas en France, c'est interdit en France. Attendez, non, mais dans les deux cas, de toute façon, la continuité du cycle du carbone fait qu'on rejette au final la quantité de carbone qu'on a. Donc les deux, on va dire, si c'est bien fait, s'il n'y a pas de CH4 qui pourrit, etc. Bon, bref, les deux ont un bilan effet de serre équivalent et nul. La gazéification, je crois qu'effectivement, j'en discutais avec un certain nombre d'acteurs, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a un peu de retard là-dessus. Et donc, on va voir comment on peut débloquer un certain nombre de, comment dirais-je, effectivement, de freins. Ce n'est pas le seul sujet, mais on voit, il y a plein de sujets où en France, on interdit, les autres le font, où on ne rend pas possible, où c'est plus compliqué. Donc, on a identifié ces quelques blocages-là. On va voir comment on peut les faire évoluer. Après, moi, je ne suis pas sûr qu'on soit complètement en opposition. Alors, gazéification mise à part, je viens de vous répondre, on est en retard là-dessus, mais sur le reste, on n'est quand même pas le seul pays d'Europe où le bois énergie en combustion directe a une part significative. Donc, on n'est pas les seuls à utiliser la combustion du bois dans des inserts-bois, dans des chaudières à bois. Là aussi, il y a quand même, d'ailleurs, les technologies au départ performantes étaient plutôt celles de nos voisins que les nôtres. Donc, voilà, mais rejoignons-nous sur le fait que, effectivement, gazéification, il y a sûrement un potentiel, alors que ce soit de la gazéification de déchets de bois ou autre chose comme ça, ou que ce soit de la gazéification d'autres types de matières premières, des combustibles solides de récupération ou d'autres.